Voilà, nous sommes connectés. Bonjour à tous. Je vérifie si vous arrivez bien, mais vous arrivez bien. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire Diagactu. On est ensemble pour une heure environ. On va essayer de pas trop déborder. Et donc, on va évoquer, vous l'avez compris, cette problématique du recrutement dans notre filière, une problématique qui ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait déjà plusieurs années que l'on constate ces tensions sur le marché de l'emploi des diagnostiqueurs au sein de notre filière, mais ces tensions peut-être deviennent de plus en plus prégnantes au fur et à mesure des années qui passent, de ce marché du diagnostic qui est en croissance. On parle maintenant de plusieurs milliers d'emplois potentiels qui ne sont pas pourvus dans notre filière, ce qui est réellement une vraie problématique. Et puis, avec l'arrivée de l'audit énergétique, bien sûr, là aussi, ces tensions peuvent même devenir un peu inquiétantes, disons le mot. On va évidemment revenir sur ce contexte un peu particulier pour notre filière. Nous sommes avec trois invités que je remercie d'être avec nous, surtout un 21 juillet. Nous sommes avec Jennifer Laroussarias. Bonjour Jennifer. Bonjour. Bonjour à Présidente, tous. bonjour, présidente adjointe de la CDI-FNEM, la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la FNEM, présidée récemment par Yannick Henouche. Vous êtes en charge au sein de la Chambre des diagnostiqueurs, justement, de la création, de la professionnalisation de cette filière du diag, de la formation. C'est un vaste sujet, bien sûr, on va en parler parce que c'est au cœur de notre échange d'aujourd'hui. Également avec Guy Barta. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Merci également d'être avec nous, administrateur de la FIDI, la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier. Vous en êtes aussi le trésorier et puis vous êtes évidemment très vigilant sur toutes ces questions de formation, de certification, de qualification à nos métiers et puis bien sûr globalement de ces aspects bien sûr de recrutement et d'emploi dans notre secteur. On va bien sûr revenir aussi sur ces sujets-là avec vous. Et enfin, Fanny Moratal. Bonjour Fanny. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Fanny, vous avez créé Diafim RH, cabinet de recrutement spécialisé dans le diagnostic immobilier, il y a 1 an et demi maintenant. Donc, vous allez pouvoir là aussi nous donner un peu votre point de vue de recruteuse sur ces difficultés, cette inadéquation, on peut le dire, entre l'offre et la demande dans nos métiers. Et c'est encore une fois une problématique qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qu'il est important, je pense, d'aborder ensemble de façon publique, on va dire, via ce webinaire, parce que c'est un sujet, bien sûr, qui demande une prise de conscience de l'ensemble de la filière. Aujourd'hui, c'est sans doute assez urgent. Avant de démarrer avec Fanny, quelques points techniques. On est en direct, bien sûr, donc le webinaire est enregistré. Le replay de ce webinaire sera disponible cet après-midi sur le site Diagactu et également sur la chaîne YouTube de Diagactu, là aussi pour vous permettre de le visionner le plus facilement possible. Et puis surtout, vous qui êtes avec nous, n'hésitez pas, vous avez un onglet, j'espère qu'il est là, oui, qui s'appelle Discussion en bas de votre écran qui vous permet, si vous le souhaitez, n'hésitez pas, soit à poser vos questions, mais surtout à nous donner aussi votre avis, vos commentaires sur le sujet que l'on va traiter là pendant 1 heure, donc ce problème de recrutement dans notre filière. On essaiera aussi de rebondir sur ce que vous nous dites. Tout ce que vous écrirez, bien sûr, sera lu par tout le monde sur la partie droite de notre écran. Voilà pour les aspects techniques. On va démarrer rapidement sur le sujet du jour. Fanny Moratal, donc en tant que dirigeante de ce cabinet spécialisé Diafim RH, comment vous vivez justement, c'est ce que je disais, cette inadéquation là entre l'offre et la demande? Vous connaissez bien les besoins des chefs d'entreprise, vous êtes avec eux en contact au quotidien, mais vous connaissez aussi, bien sûr, les difficultés de répondre à leurs demandes de recrutement. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les cabinets qui recrutent le plus sont quand même des petites et moyennes entreprises, voire des indépendants. Donc, c'est eux qui recrutent le plus à l'heure actuelle. Et pour eux, c'est difficile de trouver une main-d'œuvre, on va dire, qualifiée, parce qu'il n'y a pas suffisamment de main-d'œuvre. Et surtout, eux-mêmes ont des demandes des fois un peu
en dehors de la réalité, puisqu'ils veulent tous généralement des personnes expérimentées sur le terrain, chose qui manque encore aujourd'hui. Et de plus, c'est un métier de reconversion. Ce qui fait que beaucoup de personnes qui arrivent dans le métier ont déjà une carrière professionnelle avant et sont en moyenne âgées d'une 50aine d'années. Ce qui fait que déjà, il peut y avoir on va dire un décalage entre cette volonté de l'employeur d'avoir quelqu'un je dis pas qu'à 50 ans et tout ça, on n'est pas dynamique, mais ils veulent généralement quelqu'un qui va rester longtemps dans l'entreprise. Donc, des fois, à plus de 50 ans, on a une vision, comment dire, l'employeur se dit à 50 ans, il va pas être là très longtemps sur le terrain. Et en plus, étant ce métier de reconversion toujours, ils ont aussi, ces futurs salariés, une envie de conditions de travail qui sont aussi eux-mêmes en décalage par rapport à ce que l'employeur peut offrir. Puisque ce sont des indépendants et petites entreprises, ils ne peuvent pas offrir des conditions de travail identiques à des gros bureaux de contrôle ou aux grosses entreprises. Donc ça, on va dire, ce sont des gros points de tension. Et en plus, si on doit mettre le doigt sur cette reconversion, forcément, si c'est un métier de reconversion, on se rend compte que la main-d'œuvre va être forcément manquante, puisque on a de plus en plus de demandes de postes et de plus en plus de demandes de main-d'œuvre avec la réglementation qui se durcit et qui se diversifie. Donc, on a besoin d'aller chercher ailleurs de nouveaux types de profils, et on a besoin de rendre ce métier de le rendre plus professionnalisant, on va dire ça comme ça. Et surtout, on a besoin d'avoir des profils qui vont pouvoir évoluer avec le temps, avec la digitalisation du métier, avec les nouvelles missions qui apparaissent. Oui, allez-y, je vous ai coupé. Non, c'est bon, je pense que je termine la phrase, sinon je vais m'étaler beaucoup trop. Bon, non, mais on aura l'occasion effectivement de continuer à échanger ensemble. Par la suite, Guy, Fanny disait, c'est une problématique qui ne concerne pas que les groupes, les réseaux, ça concerne tout le monde, aussi bien les petits cabinets qui ont du mal à la difficulté à recruter que les grands. On est bien d'accord, Guy? Absolument, ça concerne aussi bien les tout petits cabinets qui veulent commencer à prendre un petit peu d'ampleur que les entreprises existantes qui ont déjà mis un système en place avec salariés, parce qu'il y a un taux de rotation qui est quand même plutôt élevé dans la profession. Du fait de la diversité des emplois, des demandes justement et du manque de postes du nombre de postes et du manque de personnes pouvant prendre ces postes. Voilà. Et puis, c'est un métier où on trouve de tout, puisqu'effectivement, il y a une grande partie de reconversion avec une moyenne d'âge élevée. Et à côté de ça, il y a une autre partie qui vient principalement par les offres d'emploi, les organismes de conversion qui arrivent beaucoup plus jeunes sur le métier, avec des prétentions directement relativement élevées quand même bien souvent, et une inadéquation entre la capacité à pouvoir prendre le pas sur ce poste, alors surtout pour des petits comme moi, comme la majorité des personnes qui veulent démarrer, c'est vrai qu'il est difficile de prendre quelqu'un à former sur le terrain, même si l'accompagnement est nécessaire, pour pouvoir avoir quelqu'un qui derrière puisse, on a besoin de quelqu'un qui puisse attaquer assez rapidement. Voilà, donc il y a aussi une inadéquation entre les formations proposées à ce jour dans ces reconversions et la réalité terrain demandée par cette profession qui est de plus en plus pointue et avec une gamme de plus en plus large de diagnostics immobiliers, parce que même s'il y a une limite à 7 diagnostics professionnels, il y a une palette beaucoup plus large de capacités d'intervention pour les diagnostiqueurs. Oui, merci Guy. Jennifer, Guy parlait de rotation de ces emplois. Là, c'est aussi une conséquence de ces tensions sur l'emploi. Finalement, on observe aussi ce phénomène-là de surenchérisation, de débauchage dans nos métiers. Ça date depuis déjà plusieurs années. C'est une véritable problématique. Pour vous aussi, c'est ce que vous avez identifié dans le cadre de cette problématique. Alors,
dans les questions que j'ai pu avoir avec mes collègues, ce qui ressort, c'est qu'en effet, il y a un petit jeu entre les entreprises d'essayer de se prendre les salariés les uns les autres parce que justement, il y a une telle pénurie qu'on essaye de trouver des solutions qui sont un peu hors circuit, on va dire comme ça. Donc, on débauche, on téléphone, on essaye de convaincre le salarié d'en face de venir un peu voir si de l'autre côté de la rue, c'est un peu mieux, ce qui est quand même assez tendu. Donc, du coup, la concentration n'est plus forcément sur le fait d'aller chercher des clients, mais plutôt de gérer ses salariés et d'avoir des salariés compétents. Enfin, je rappelle quand même qu'au niveau des formations, hein, je pense que Guy sera d'accord avec moi, ce sont des formations qui sont sur la préparation à la certification, pas à un métier. On est bien d'accord. Donc, là est la problématique. Si on peut dire quelque chose, c'est au moins celle-ci, c'est qu'on vous prépare à vous certifier pour rentrer dans une filière qui n'a pas une image, on va dire, forcément bien travaillée. Donc, ce qui fait qu'on arrive avec des salariés qui ne sont pas forcément prêts du jour au lendemain à travailler, à faire ces diagnostics. Ils ont été formés pour la certification. Après, sur le terrain, c'est bien autre chose. Oui, Guy, la formation, Je hein, c'est un domaine. Oui, pardon, je dis ça. je ne sais pas si Guy va pouvoir. Non, je vous en prie. Non, on est tout à fait d'accord. On est bien sur la même longueur d'onde de ce côté-là. On a des gens qui arrivent en certification en étant préparés à cette certification, donc qui sont des théoriciens à la limite basse pour pouvoir obtenir leur certification, point à la ligne, mais qui n'ont touché à rien, qui n'ont pas d'expérience. Mais là aussi, il n'y a pas pour l'instant de vrai, réel programme de formation mis en place, hormis Saint-Nazaire, mais pour lequel il faut déjà arriver avec un bac+2 pour pouvoir prétendre le faire et accepter de consacrer une année à cette formation, là où en 6 semaines, on sort des diagnostiqueurs de nos jours de tous azimuts. Donc, fatalement, ça ne tire pas pour l'instant la profession vers le haut et ça fait partie des échanges que nous avons avec l'administration pour retravailler sur les formations. Pour l'instant, ça va être basé principalement sur le DPE au vu des retours qu'il y a eu, mais on espère bien qu'on va pouvoir petit à petit travailler sur l'ensemble des filières. Oui, Fanny, hein, c'est ce manque de filières spécifiques là, pour les diagnostiqueurs, c'est un déficit hein, qui est important, que vous constatez vous également. Hein, il y a une lacune très forte là. Complètement. C'est vrai que cette histoire de formation est un réel problème aujourd'hui, parce que c'est vrai que la plupart rentrent dans le métier au bout de 2 mois, et c'est exactement ce que disaient Guy et Jennifer. Ce sont des personnes qui n'ont pas conscience que sur le terrain, ça va être complètement différent de tout ce qu'ils ont appris en formation. Et c'est là où ça crée, pareil, ce fossé. Et en effet, la formation devrait être beaucoup plus théorique et pratique sur le terrain, avec tout ce qui est vraiment apprentissage plus sur le terrain, même s'il y a des choses qui apparaissent aujourd'hui avec l'alternance, qui est un excellent point pour les plus jeunes. Mais là, pareil, c'est vrai que la filière est tellement sous tension aujourd'hui que mettre une alternance sous 2 ans pour avoir toutes les certifications, ça peut paraître énorme et très long pour les entreprises, mais c'est quand même une solution. Il y a quelque chose qui avance petit à petit en termes de formation, et au fur et à mesure, il y a des choses qui se mettent en place, mais il faut y travailler beaucoup plus pour qu'il y ait cette partie théorique, mais surtout cette partie pratique sur le terrain, pour que les nouveaux entrants dans le métier puissent arriver dans le métier beaucoup plus formés et que ça puisse être beaucoup plus on va dire, pratique pour les employeurs, d'avoir des personnes qui soient pratiquement autonomes sur le terrain dès leur entrée en entreprise. Merci Fanny. Alors, avant d'arriver aux formations, il faut déjà que les jeunes, notamment, connaissent nos métiers. Hein. Ça, c'est évidemment une évidence. Est-ce que là aussi, on ne souffre pas dans notre filière, et ça depuis le début, hein, d'un déficit de notoriété, enfin, d'image en tout cas, ou de compréhension de nos métiers, notamment, je pense, les jeunes, hein, qui, en sortant d'un bac+2,
ne se dirigent pas forcément naturellement vers nos métiers du diagnostic immobilier. Jennifer, est-ce que c'est là aussi une problématique que vous avez identifiée, ça, ce manque Alors, déficit d'image? moi, j'ai plusieurs casquettes, hein, comme vous le savez, et j'ai formé et je forme encore beaucoup de jeunes. Et je leur ai posé des questions pour savoir ce qu'ils pensaient du métier de diagnostiqueur. Alors déjà, étonné parce que c'est un métier, c'est pas un métier. Dans 3 mois, tu es diagnostiqueur, donc c'est pas le premier truc qu'on fera, on le fera après, quoi. On va d'abord faire peut-être agent immobilier, on va peut-être faire pour certains du bâtiment, d'autres. Et puis après, quand on aura fait quelques années comme ça, on viendra au diagnostic. C'est vraiment, même dans leur tête, la notion de c'est le métier d'après. C'est pas le métier qu'on va faire en sortant de l'école, c'est pas la chose où on se dit mais c'est un vrai métier, quoi, j'ai envie de faire ça. Il n'y a pas une vraie envie qui ressort d'eux d'aller dans cette filière parce que pour eux ce n'est pas une filière, elle n'existe pas. Ah oui. Ça veut dire quoi, Guy? Qu'on n'a pas suffisamment communiqué, qu'il faut communiquer davantage, qu'il faut aller voir les écoles, qu'il faut les convaincre qu'on a des métiers qui sont tout de même valorisants dans les conditions de travail, dans les conditions salariales. Absolument, on a un manque de communication cruel vers ces écoles. Faut dire que les fédérations ont fait beaucoup de choses avec peu de moyens, puisque nous sommes des bénévoles, et donc le bénévolat à un moment a ses limites et fait qu'on ne peut pas être sur tous les fronts à la fois. Mais c'est vrai que on devrait se rapprocher de ces écoles, on devrait se rapprocher des présentations qui sont faites pour professionnels derrière. On devrait trouver et travailler sur des moyens pour amener ces jeunes à comprendre que c'est un vrai métier. C'est pas parce qu'ils peuvent rapidement rentrer dans la filière que leur bac+2 qu'ils ont obtenu domaine bâtiment n'est pas justement un acquis qui leur permette d'aller vers un vrai travail différent de ce qu'est le bâtiment ou de ce qu'est l'immobilier, la vente immobilière ou la location immobilière. C'est tout aussi intéressant et on travaille sur d'autres domaines et d'autres filières. Oui, Fanny, oui, allez-y, Jennifer. Pardon, ce que je voudrais juste rajouter pour compléter ce que dit Guy, c'est qu'il faut bien comprendre que quand on fait une formation bâtiment, on est formé bâtiment. On fait une formation immobilier, on est formé dans l'immobilier. Sauf que nous, on est à la croisée. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de quelque chose qui soit spécifique à nos métiers, c'est-à-dire qu'on puisse avoir quelqu'un qui sort de là en comprenant ce qu'est l'immobilier, ce qu'est le bâtiment, d'accord, ce qu'est l'environnement, la partie écologique. Donc, il y a une espèce de croisée, il y a quelque chose qui doit être monté, qui doit être spécifique à ce que nous, on exerce, parce qu'on a un vrai métier. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas su le mettre en avant. On va chercher quelqu'un qui sort d'une filière, qui ne connaît pas l'autre filière. Donc, au niveau bâtiment immobilier, on a des notions, mais on n'a pas la souche complète qui nous permet de dire aujourd'hui, voilà le diagnostiqueur, voilà la formation qu'il a faite, il a des connaissances de chaque partie et donc il est bien à la croisée, il est bien l'accompagnateur. Il y a aussi une mise en avant qui est essentielle, c'est de comprendre que nous avons un rôle à jouer qui est essentiel. Donc ça veut dire que valoriser ça vis-à-vis des jeunes, parce qu'ils cherchent justement, ils sont dans la recherche d'avoir un lien avec qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour aider, parce qu'il y a un besoin de savoir comment valoriser leur vie et ce qu'ils peuvent aider au niveau du climat, c'est exactement comme ça que la chose, elle doit être vendue. C'est-à-dire que vis-à-vis de ces jeunes, il y a une mise en avant, vous avez un rôle à jouer. En allant chez le diagnostiqueur, d'abord, vous êtes formé sur tout un tas d'éléments qui sont extrêmement riches et vous êtes comme ces petits colibris, vous allez aider et vous allez mettre une goutte dans le système et vous allez être participatif. C'est vendeur, ça veut dire que ça se vend à des jeunes. C'est pas uniquement de dire, voilà, on fait diagnostiqueur parce que tu vas faire un peu d'immobilier. C'est tout un ensemble qu'il faut qu'ils comprennent et ils ont besoin de ça. Et je pense que ça, c'est important de le mettre en avant. Enfin, voilà, ouais, merci beaucoup, Jennifer. Effectivement, Fanny, je vous voyais opiner du chef. Oui. Ce que disait Jennifer, vous êtes aussi persuadée, évidemment, qu'il faut qu'on laisse de côté ce métier de reconversion, qu'on en finisse avec ce métier de diagnostiqueur qui est un métier de reconversion et qu'on séduise davantage de vocation dans nos métiers. C'est un vaste projet, mais c'est vers là qu'il faut tendre. On est d'accord, Fanny?
Exactement. L'avenir du métier est en effet vers les plus jeunes, enfin vers ceux qui sortent des études, parce que aujourd'hui, les jeunes ont besoin justement de se reconnecter à des métiers qui ont du sens pour eux. C'est vraiment ce qui ressort des nouvelles générations. Ils ont besoin d'avoir du sens dans leur métier. Et c'est là où le plus gros du travail va être de redorer l'image du diagnostic immobilier. Parce qu'aujourd'hui, on a une image de quelque chose d'obligatoire pour juste la transaction à la location. Et on va dire que c'est un métier contraignant presque pour ceux qui travaillent avec les diagnostiqueurs. Or, c'est pas du tout le cas, puisque ça évolue tellement ce métier. Le métier est tellement riche, il y a des évolutions en transverse énormes et c'est un métier de possibilités énormes. Donc, pour les jeunes, c'est tout à fait en adéquation avec leur génération, puisque c'est une génération qui a besoin de se voir évoluer dans le temps et c'est un métier qui est tout à fait adapté à eux avec toutes ces parties environnementales, bâtiments et immobilier. Et est-ce que finalement, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le nom de diagnostiqueur immobilier est-il vraiment le meilleur mot, enfin le meilleure appellation pour parler de ce métier? Je sais pas, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est toujours un métier où on confond avec l'immobilier, chose qui pour moi n'est pas du tout, enfin, c'est pas trop, et ça touche l'immobilier forcément, mais ça ne reflète pas le métier dans son ensemble. Donc, ce qui est un peu dommage, et les jeunes mettent souvent ça dans le secteur de l'immobilier. Oui, Voilà. on parle de plus en plus de métiers maintenant avec un S au pluriel pour définir notre profession. C'est vrai que ça, c'est une évolution certaine depuis 10-15 ans qu'on observe notre filière. Guy, est-ce qu'il est trop compliqué pour un chef d'entreprise, trop coûteux de recruter un diagnostiqueur aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est aussi une difficulté, en tout cas, ce qui peut expliquer cette problématique-là de recrutement? Le recrutement n'est pas obligatoirement quelque chose de coûteux. Il faut faire la part des choses derrière. Effectivement, c'est un investissement, c'est un choix d'entreprise surtout. On arrive à une croisée des chemins où le travail en solo va devenir de plus en plus compliqué et on va devoir s'appuyer à minima sur une personne pour que chacun ait sa partie de compétences plus fine et plus élevée et permettre justement de travailler sur l'ensemble de la palette de façon cohérente. Et je le vois bien pour côtoyer un certain nombre de petites entreprises qui se sont installées à deux. Les deux travaillent chacun sur leur partie spécifique. C'est l'ensemble de la société qui a la certification sur l'ensemble des domaines, mais avec chaque personne qui n'a qu'une partie. Et là, on a un travail qui se fait différemment sur l'intervention. Effectivement, il y a 2 hommes qui interviennent, un temps d'intervention qui est diminué parce qu'il y a 2 personnes qui travaillent de concert sans avoir à discuter, sans avoir à échanger, ou juste un échange du regard qui permet de dire « Tiens, tu as vu ça, moi j'ai constaté ça ». Et ça permet d'avancer aussi différemment dans le travail. Et derrière, on gagne aussi en puissance et en éléments. Donc, il y a un moment où il faut passer ce pas et où on a besoin de se structurer pour pouvoir aller différemment. Merci Guy. Jennifer, l'accès à nos métiers, est-ce qu'il est trop complexe? Je pense, évidemment, comme tout métier, il faut se former, mais il faut aussi se certifier pour devenir diagnostiqueur, même en tant que salarié, bien sûr. Est-ce que la certification de personnes, est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est une explication à cette inadéquation entre l'offre et la demande sur ce marché de l'emploi, selon vous? Alors, je ne vais pas être d'une vision très affirmative là-dessus parce que je ne pense pas que la certification, pour moi, soit une problématique en soi. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est très coûteux. Je ne doute pas qu'il y ait un coût à tout ça, mais peut-être que le prix après remis sur le diagnostic n'est pas forcément le bon. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a une problématique. La certification, c'est un peu le Graal, c'est le diplôme en quelque sorte d'aujourd'hui du diagnostiqueur pour rentrer sur cette profession. Mais pour moi, la certification, c'est qu'une première étape. C'est peut-être la suite
qui est plus compliqué. C'est-à-dire que la première certification, pour moi, est nécessaire, mais par contre, le fait qu'elle soit renouvelable tous les 7 ans, aujourd'hui, on est passé à 7 ans, hein, puisqu'on était à 5 ans auparavant, c'est peut-être là qu'on a un petit peu plus de soucis. Mais pour moi, rentrer dans la profession, on ne peut pas non plus ouvrir les portes, fluidifier les choses et se dire, bah, ça y est, on va récupérer tout le monde. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, l'époque du diagnostic et qu'on a fait des premiers DPE, on nous a mis des charcutiers. Excusez-moi, hein, je vais vous le dire. On a mis des charcutiers parce qu'il y avait des licenciements à droite à gauche et on se disait, mais venez tous. À l'époque, on finançait largement ces formations en disant, bah, là, il n'y a plus de travail, on va les mettre là, comme ça. Et donc, on s'est retrouvés avec que tout et n'importe quoi. Alors que nous, issus du bâtiment, je peux vous dire que ça nous faisait tout drôle. Donc, je ne pense pas que pour moi, la problématique soit là. Je pense qu'elle est ailleurs, sur l'attractivité, pour moi. C'est la partie la plus importante. Et aujourd'hui, on le voit dans tous les métiers. Je suis désolée, il y a le diagnostiqueur, mais quand vous voyez et vous entendez parler des autres professions, ils ont la même problématique. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est la certification qui pose problème ou c'est simplement la façon dont on a à aller chercher et recruter des gens qui correspondent et à vendre notre profession? Je mettrais plutôt l'accent là-dessus. Voilà. Merci Guy. Certains dans notre profession portent ce projet de mise en place d'une certification d'entreprise qui pourrait éventuellement être mise en place en parallèle de notre dispositif actuel, celle de personnes, de compétences des personnes. Est-ce que ça, c'est une solution pour faciliter le recrutement? Évidemment, ça ne facilite le recrutement essentiellement que pour les grosses structures particulièrement intéressées par ce type de certification. Oui, une solution en soi, non pas obligatoirement. Une complémentarité peut-être à évaluer, à voir pour des grosses structures qui ont énormément de personnes. Mais de toute façon, le fait d'avoir un agrément d'entreprise est aussi quelque chose de très coûteux à la base, nécessite aussi de repayer régulièrement une somme pour pouvoir conserver cet agrément, cette habilitation, mais en aucun cas on aura une montée en compétence des personnes en passant par ce mode-là, puisque seuls sont jugés les façons et les process qui auront été mis en place pour pouvoir obtenir cette accréditation, cette certification. C'est comme ça en tous les cas que fonctionnent actuellement les certifications d'entreprise. Et à la base, à l'origine, ça fait partie des demandes qui avaient été mises par la FIDI à l'origine du diagnostic immobilier, et c'est le législateur qui a souhaité que ce soit une certification de personne, même s'ils se battent maintenant contre l'Europe pour la singularité que la France a mis en place. Cette certification de personnes avait pour objectif d'emmener les personnes justement à monter en compétences et à aller de l'avant. Je pense qu'il faut surtout que l'on travaille sur la communication auprès des personnes et que l'on travaille avec les organismes de formation et de certification à améliorer la chose et les capacités. En soi, ce passage à 7 ans change aussi un peu la donne, puisque on va passer maintenant sur un renouvellement de certification. On va nous demander au bout de 7 ans de retravailler sur un cas pratique et de répondre verbalement à des questions sur des dysfonctionnements qui auront été relevés dans les rapports qu'on aura fournis avant cette certification, donc des dérives que l'on peut tous avoir parce qu'on s'appuie tous sur des logiciels en ayant entièrement confiance en ce qu'ils nous donnent, alors que tous les logiciels disent bien qu'à l'intérieur de leur système, ils nous proposent des documents que nous devons personnellement mettre en forme vis-à-vis de la réglementation. Je pense qu'on a un travail encore énorme à faire pour progresser à tous les niveaux.
Mais ça se fait petit à petit et il ne faut pas refuser la chose. On doit passer le pas à l'embauche, on doit trouver les moyens de pouvoir faire grandir nos entreprises, trouver le moyen d'assurer ces accompagnements. Et je pense que pour ça, on a des cabinets qui sont très bien en recrutement, qui nous amènent à nous poser des questions, qui nous amènent à travailler différemment parce que c'est le gros problème quand on est indépendant et qu'on commence à vouloir avoir des salariés, c'est qu'on a aussi un pan législatif nouveau à aborder pour ça et on continue à devoir diversifier les choses. Oui, on pense tous à l'audit énergétique, évidemment, quand vous parlez de plans supplémentaires, un audit qui va arriver, on ne sait pas quand, mais qui va arriver en tout cas. Fanny Moratal, vous êtes donc vraiment en contact là entre les chefs d'entreprise qui ont ces besoins de recrutement, de croissance, notamment peut-être justement en vue de l'audit, hein, avec ces candidats à nos métiers. Est-ce que ça match, comme on dit sur Tinder, est-ce que ça match entre les deux, notamment dans les conditions salariales et dans les conditions de travail? Est-ce que ça, là aussi, il y a une évolution peut-être à imaginer dans ces données-là, qui sont très concrètes? Concrètement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est vrai qu'on voit un énorme fossé entre ce que propose, on va dire, l'employeur et ce que veut le salarié. Souvent, l'indépendant qui va faire souvent sa première embauche, c'est vrai, travaille comme un indépendant. Donc, il travaille pour son entreprise. Donc, quand il va faire sa première embauche, pour lui, c'est difficile de savoir exactement comment il va organiser le travail de son salarié, puisque lui, il a l'habitude de travailler pour son entreprise avec des heures de travail qui ne sont pas forcément réglementées, puisque c'est lui-même qui travaille pour lui. Et un salarié, forcément, il faut respecter le droit du travail minimum et la convention collective. Donc, des fois, c'est difficile pour lui, même en étant petite et moyenne entreprise, en grossissant petit à petit, d'instaurer des règles qui vont être respectées au fil du temps. Donc, c'est vrai qu'il y a un énorme fossé parce qu'un salarié va vouloir travailler 35 heures, 39 heures, des fois pas dépasser, ou du moins une entente avec le salarié, avec l'employeur, pardon, sur si je fais plus d'heures, il y a des fois où je vais rattraper, moins travailler. Donc là aussi, les conditions de travail sont très importantes et pour l'employeur comme pour le salarié, avant même de rentrer dans le métier ou avant même de faire la première embauche, il faut qu'ils se posent la question sur ce qu'ils sont capables d'offrir et ce qu'ils ne sont pas capables d'offrir. Et c'est vrai que des fois, l'employeur a... Pareil, en termes de conditions salariales, les salaires sont des fois donnés comme ça en fonction de ce que font les collègues et les confrères aux alentours. Mais ce qu'il faut aussi se poser la question, c'est là, le gros travail va être aussi avec le comptable, de savoir combien en termes de salaire il peut offrir, parce que des fois, cette question-là n'est pas forcément abordée avec le comptable pour savoir jusqu'à combien on peut offrir en termes aux salariés en fonction de ses objectifs, pour savoir jusqu'à quel salaire il peut monter. Parce qu'il y a toujours une négociation de salaire aujourd'hui, soyons honnêtes. Le diagnostiqueur salarié est en force, donc lui, c'est toujours lui qui va négocier, malheureusement. On est vraiment dans une époque où le recrutement est inversé, en fait. C'est vraiment le salarié qui choisit son employeur et plus l'employeur qui choisit son salarié. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et c'est là où l'employeur doit mettre en avant des choses qui vont apporter, qui va vraiment attirer le salarié. Donc, ça va être les conditions salariales, forcément, mais il y a d'autres choses. Les conditions de travail, bon, les heures de travail, forcément, mais il va y avoir, même si c'est un travail d'autonomie, le diagnostiqueur est sur le terrain, il va souvent demander une entente avec l'équipe, de la collaboration, de la transparence avec son N+1. Il va demander, la voiture. Tout le temps, la plupart veulent une voiture de fonction. Bon, c'est pas possible, ça revient trop cher pour une petite entreprise ou un indépendant. Mais il y a il faut, moi je pense qu'aujourd'hui, pour attirer justement des nouveaux profils ou pour les garder, il faut écouter ce que l'autre veut, enfin vraiment rentrer dans une discussion et essayer de trouver des compromis. Et ça, souvent, les salariés n'ont pas forcément envie de trouver de compromis parce qu'ils se disent de toute façon, je vais toquer à côté, je trouverai. Mais en tout cas, en restant droit dans ses bottes pour l'employeur et dire le pour comme les désavantages à travailler pour lui, ça va lui donner un gros avantage sur les futures personnes qui viendront travailler chez lui et il y aura moins de turnover dans l'entreprise ou moins de personnes qui partiront au bout de quelques semaines parce qu'ils auront pas été satisfaits par rapport à ce qui avait été annoncé au début. Effectivement, Jennifer, est-ce que notre filière du diagnostic immobilier a besoin d'une convention collective vraiment spécifique, hein, parce qu'on est actuellement attaché à un certain nombre de conventions, souvent Syntec. Est-ce que c'est là aussi une solution, ça, pour faciliter justement cette
cette adéquation. C'est une autre équation, d'ailleurs. Allez-y. C'est une solution puisque si on veut faire partie d'une commission paritaire, il faut pouvoir être réellement rattaché en tant que métier à une convention qui nous est propre dans le sens où il faut s'affilier ou à un groupe existant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de créer sa propre convention risque d'être extrêmement compliqué et en plus, l'État a plutôt tendance à limiter la création de nouvelles conventions. Ce n'est pas le but d'élargir encore une fois toutes ces conventions, c'est plutôt de diminuer et c'est aussi une façon d'obtenir des aides justement à ces formations, d'avoir cette vraie filière qui est reconnue donc au niveau de la partie sociale comme le fait de pouvoir derrière, je vous ai dit, avoir une vraie reconnaissance au niveau des ministères, c'est un gage de qualité et de représentativité de créer et ça ne peut se faire que, évidemment, c'est pas la filière CDI FNAIM, c'est pas, pardonnez-moi Guy, la FIDI, c'est un ensemble d'acteurs qui doivent se mettre ensemble pour une profession. C'est surtout ça qu'il est important d'entendre, c'est que même si nous sommes plusieurs syndicats à droite à gauche avec des désaccords les uns et les autres sur certains sujets, qui est tout à fait logique, je ne rentrerai pas là-dessus, mais pour autant, sur cette filière, on doit être ensemble. C'est important parce qu'on est une petite profession, il ne faut pas croire qu'on représente non plus une grosse branche et le fait d'être unis est extrêmement important pour un ministère, ça donne de la force et là, on sera entendu. Si on part dans tous les sens, pour eux, c'est gage de quelque chose qui n'a pas lieu de donner la création de cette filière, qui n'a pas de donner une véritable lettre de noblesse à cette profession et qui fait quelque chose qui est disparate et qui risque de nous poser problème à long terme. J'en suis persuadée. Oui, Guy, travailler ensemble, les syndicats, vous êtes 5 actuellement. C'est ce qui se fait de plus en plus parce qu'on essaie de se mettre autour de la table avec les différents syndicats pour trouver justement des moyens de cohésion pour travailler tous ensemble. C'est vrai qu'une convention pour un aussi petit groupe professionnel, créer sa propre convention, ce n'est pas quelque chose d'obligatoirement réalisable en termes budgétaires parce que établir une convention, ça a un coût réel aussi. Actuellement, la majorité des entreprises sont rattachées à la Syntec et ça fonctionne sans trop de difficultés, que ce soit pour des solos ou pour des salariés. Après, effectivement, ça nous oblige à jongler avec les différents organismes que l'on peut avoir pour obtenir des aides à la formation, mais ça se met en place et on arrive à trouver des aides pour les salariés, on arrive plus difficilement à avoir des aides pour le chef d'entreprise qui est un indépendant, où les participations sont beaucoup plus limitées, alors qu'on a quand même des coûts réels de formation, de suivi, de contrôle de façon régulière. Merci Guy. Fanny, on parlait d'aide. Guy parlait d'aide financière. Ça c'est quelque chose que vous avez identifié aussi dans ces difficultés de recrutement. Ah oui. Les aides à la formation aujourd'hui, c'est vrai que y a pas beaucoup de canaux qui permettent d'avoir des aides à la formation. Bon, déjà, pour les salariés en interne, c'est sûr, il y a certaines aides, mais c'est vraiment la croix et la bannière pour les avoir, c'est beaucoup d'administratifs. Et ensuite, pour des nouveaux entrants, quand on veut recruter quelqu'un qui n'est ni certifié, ni formé, alors là, c'est pareil, c'est assez compliqué. Ça va dépendre des régions, ça va dépendre des pôles emploi, ça va dépendre de la convention collective, ça va dépendre du conseiller à l'OPCO, ça va dépendre, il y a plein de facteurs qui vont être impliqués là-dedans. Et c'est vrai que c'est très compliqué des fois de se dire, je vais partir sur du recrutement de personnes non certifiées, non formées, et la faire monter moi-même en compétences en interne. Déjà, c'est long et c'est très compliqué en plus de son travail individuel sur le terrain, parce que généralement, l'employeur est aussi sur le terrain. Donc, tout ça, ça paraît des fois monstrueux pour pouvoir avoir une embauche d'une personne à former. Donc,
D'où Bien, la nécessité, Wilfred. pardon, Alain, d'où la Non, je nécessité t'écoute. d'avoir cette reconnaissance pour fluidifier, puisque on parlait de problématiques sur la certification, mais si on fluidifie Mm. ces accès à l'information et au financement, eh ben déjà, on aura déjà beaucoup plus de facilité à trouver du monde. Ça C'est sera ça. déjà plus facile. Et en plus, si je peux rajouter quelque chose, en faisant connaître encore plus le métier, donc là, si chaque diagnostiqueur prenait en charge aussi cette partie-là de faire connaître le métier, de valoriser le métier auprès des instituts publics comme Pôle emploi, Cadre emploi, l'APEC, tout ça, le métier serait aussi beaucoup plus connu et on aurait moins de problématiques pour faire financer ces formations-là, parce que la plupart des Pôles emploi disent encore c'est un métier où il n'y a pas forcément besoin de main-d'œuvre. Donc, ça ne sert à rien de se battre pour un financement qui est aussi cher. Donc là, on l'entend encore tous les jours, comme quoi c'est un métier où il n'y a pas de difficulté à recruter, puisqu'il n'y a pas besoin de main-d'œuvre. Donc, si ce métier était plus connu et que c'était vraiment, on va dire, c'est à la charge de chaque diagnostiqueur de faire connaître son métier, de le valoriser, le métier serait forcément de meilleure qualité en termes d'embauche aussi. Mais Fanny, Bien. depuis le début, qu'on soit bien d'accord, toute la médiatisation, elle a été sur faites des diagnostics parce qu'on en a besoin et c'est le côté contraignant. Moi, ça Oui, m'énerve, je suis bailleur, je vais payer. Moi, je suis pareil, je suis en copro, je suis propriétaire, je vais encore avoir des soucis. On c'est n'est ça. que la profession de problème, d'accord? Donc, pour tout le monde, en matière d'image, hein, bien sûr, Ah, je mais parle, hein. complètement. Donc, du coup, c'est la profession de contrainte. Donc, quelqu'un qui a envie de venir là, il va se dire, ouais, d'accord, je vais m'en prendre plein la figure, je suis au milieu de tout le monde. Vous faites un dîner avec vos amis, vous dites, vous êtes diagnostiqueur, ah ouais, c'est par toi qu'on, ah là là, on va encore avoir des problèmes, c'est toi, on va payer, quoi, hein. C'est Et ça. là, vous êtes obligé de vendre pendant tout le repas que non, non, vous apportez quelque chose. Donc, Exactement. cette partie-là, elle est quand même essentielle à mettre en avant. Depuis le début, on ne parle que des contraintes de cette profession, où cette profession, elle a mal fait le diagnostic, donc il y a des choses qui ressortent, des notes effarantes. Les agents immobiliers nous disent, oh ben non, ben vous êtes quand même l'épine dans le pied, quoi. Donc, on est l'épine dans le pied de tout le monde. Donc, il y a un moment, stop, on n'est pas l'épine dans le pied, parce que quand vous faites une conversation, et moi je l'ai faite avec des bailleurs que j'ai transformés en disant, écoutez, voilà, on va faire une chose, vous êtes bailleur aujourd'hui, demain vous allez mettre votre enfant dans l'appartement à côté. D'accord? Donc, très bien. Vous avez besoin de savoir 2, 3 petites choses? Ah bah ouais, je ne vais pas le mettre comme ça, c'est mon enfant quand même. Ah bah oui, mais donc vous avez bien besoin du diagnostic. Là, vous voulez le lire, le diagnostic, ça vous intéresse. Donc il faut comprendre que, en fonction de la position qu'on prend, il y a un intérêt sur ces diagnostics, mais Oui, on veut et on veut pas. Donc on a vraiment, et j'insiste bien, une communication à faire complètement différente pour complètement. abandonner ce qu'on essaye de nous coller sur le dos et de dire voilà ce qu'on est, voilà ce qu'on fait. Et voilà ce qu'on vous propose. Venez, venez, c'est important. Vous avez un rôle à jouer. Il faut le vendre complètement différemment. Exactement. Il faut changer la communication entièrement du diagnostic et le tourner vers l'avenir, en fait, et vers on va dire, l'obligation d'avoir le diagnostic dans sa forme la plus noble, en fait. Pas une obligation, mais une nécessité. Guy, vous êtes d'accord, hein, sur ce qu'on nous dit là. Il faut travailler sur l'image, hein, de nos métiers qui n'est pas encore bien connue. On n'est pas qu'une épine dans le pied. On est d'accord, hein, Guy? Non, non, on est tout à fait d'accord et c'est bien sur cette voie-là que travaille la FIDI depuis un certain temps déjà, en essayant de faire de la communication différente. Ça me rappelle une des affiches, je ne suis pas un pompier. Hein, je vais passer le reste de l'affiche et on en a décliné un certain nombre comme ça. Et justement, on a demandé à nos adhérents de communiquer auprès de leurs acteurs, communiquer le plus largement possible pour pouvoir essayer de revaloriser cette profession et de bien montrer qu'on a quelque chose à apporter. Et l'expérience le montre, lorsque l'on travaille de concert avec les personnes, on arrive à apporter quelque chose aux gestionnaires, aux bailleurs qui se posent des questions sur leur parc immobilier, qui sont effarés par les lettres obtenues sur leur DPE, etc. Concrètement, il y a des solutions qui permettent d'améliorer les choses et de sortir rapidement
des critères, mais il faut que les diagnostiqueurs montent en compétences pour être capables de parler de ça, de présenter ça. Et ça fait partie de l'accompagnement que nous, indépendants, devons apporter aux personnes que l'on recrute. Complètement. Il n'existe pas aujourd'hui sur le marché de profession sur lequel vous allez vous dire, bon, bah voilà, j'exerce cette profession toute ma vie et je ne vais pas me remettre à jour à un moment où je ne vais pas compléter. Pour donner de l'envie aux gens, il y a un moment où il faut leur apporter quelque chose de nouveau. Il faut compléter déjà leurs acquis. Il faut leur redonner l'envie. Il ne faut pas se lasser en disant, bah voilà, je vais faire des diagnostics, ça va être comme ça, en boucle, et il n'y a rien d'autre qui va arriver, il n'y a rien d'autre qui va compléter. Cette profession, elle est tellement riche, il y a tellement de choses à faire. Et je vous rappelle, on est au carrefour d'énormément de choses, que ce soit sur le plan climatique, environnemental et sur la notion aussi de décence des logements. Vous avez un carnet qui va arriver à partir de janvier. Il y a plein de choses à faire. Et donc, je pense qu'on a des possibilités incroyables. Et alors, Guy, vous voyez, si j'étais voilà, comme dans la communication, pompier, moi, je serais très fière d'être pompier. Alors, voilà, aujourd'hui, diagnostiqueur, c'est peut-être un pompier et on sera très content de l'avoir chez soi. Voilà. Exactement. Moi, je dis souvent que c'est un médecin. C'est aussi effectivement, de la communication de la FIC. Merci, merci à tous les trois. On a bien compris, hein, c'est l'affaire de tous, hein, cette valorisation de nos métiers auprès des jeunes, auprès des moins jeunes. Je crois que c'est aussi la responsabilité de tous les diagnostiqueurs, tous les acteurs, parce que c'est l'enjeu, c'est le développement, la pérennité de notre filière, le développement de nos entreprises, de nos chiffres d'affaires. Et effectivement, il est important maintenant qu'il y ait une vraie prise de conscience collective et on sent effectivement qu'elle est là, cette prise de conscience. Donc, on espère effectivement qu'on pourra faire un bilan dans les mois, dans les années qui viennent, bien plus positif sur ce marché de l'emploi, toujours très, très tendu. Merci beaucoup à tous les trois. Merci infiniment, Jennifer Rossarias, Guy Barta, Fanny Morata d'avoir été disponible ce matin, un 21 juillet, je le rappelle. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous les trois. Je sais que vous avez mérité tous les trois, ça je le sais. Voilà. Et puis, on se retrouve de toute façon à la rentrée. Je rappelle que le webinaire est enregistré, donc le replay de ce webinaire sera disponible sur le site Diagactu et sur la chaîne YouTube de Diagactu. Et d'ici là, je vous souhaite aussi à tous les participants d'excellentes vacances si vous partez, sauf si vous formez à l'audit énergétique. Évidemment, ça va être un peu plus compliqué. Merci à tous les trois. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée à au revoir. tous. Au revoir.